justement des intrants Ça n'a pas agricoles. de poids élément. Question financière dans un premier À temps. votre parce que avis, derrière, il- pourquoi la situation de l'élection du président La Macron est distribution assez... agricole se prépare. Mesdames et messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct de la porte de Versailles pour le Salon de l'Agriculture. Nos lois ouvrent-elles la voie à la décroissance? Pour en parler, Jean-Baptiste Moreau, bonjour. Bonjour. Consultant sans voix. Oui, désolé pour ma voix, c'est compliqué. Les chauds-froids ont eu raison d'elle. On va dire ça, alors on va penser que c'est cela. À côté, Gilles Rivière-Wechstein, bonjour. Bonjour. Alors, agriculture et environnement, pas vraiment la langue dans sa poche. Alors, ça veut dire quoi ça? Est-ce que nos lois ouvriraient-elles la voie à la décroissance et pourquoi? Ah ben oui, la réponse est clairement oui. Et d'après moi, c'est vraiment extrêmement dangereux. J'en veux pour preuve que la revue Reporter a publié tout récemment une carte avec 129 projets qui ne sont pas tous agricoles, qui sont devant les tribunaux administratifs. Et donc parce qu'ils ont été mis devant les tribunaux administratifs saisis par des associations écologiques pour pouvoir tout simplement arrêter ces projets. Alors le plus emblématique, je pense, qui ne concerne pas l'agriculture et qui est un comble du ridicule, c'est une centrale hydraulique près de Grenoble qui a été construite, terminée, terminée, donc elle est prête à ouvrir. Et là, recours administratif, le tribunal administratif a décidé que cette centrale thermique, donc qui doit produire de l'électricité à un moment quand même où on en a un petit peu besoin. Mais ça a beaucoup changé attendez, la vision. Elle a été obligation d'être démolie. Donc on doit la fermer. Et pour pouvoir faire ça, les juges, les magistrats s'appuient bien entendu sur toute une série de nos lois, ils ne sortent pas ça de n'importe où, qui en fait, en réalité, ont été faites pour préserver l'environnement. Donc au motif de préserver l'environnement, la plupart des projets agricoles ou non agricoles aujourd'hui peuvent être arrêtés. Alors effectivement, c'est peut-être pas tout à fait nouveau, mais ça a pris une ampleur beaucoup plus grande et c'est très facile aujourd'hui pour une association écologique d'arrêter le moindre projet. On le voit avec les retenues d'eau, où ça prend des années maintenant pour pouvoir construire une simple retenue d'eau, parce qu'il y a de recours administratifs sur recours administratifs et à la fin, c'est souvent l'environnement qui l'emporte sur l'acte de production. Oui, mais Gilles, des projets qui sont peut-être pas conformes, ça a toujours existé. De la gabegie d'argent public, ça a toujours existé. Ce que tu dis là, c'est que les lois sont de plus en plus des outils au service justement Absolument. À partir du moment donné, il y a un arbitrage qui doit être fait. Soit l'arbitrage, c'est quelque chose qui est bon pour la société. Par exemple, produire de l'électricité, finalement, c'est bon parce qu'on en a besoin. Et bien, effectivement, ça va avoir quelques dégâts sur l'environnement, parce que nécessairement, produire de l'électricité, ça a des impacts sur l'environnement. Soit on dit, ça c'est prioritaire, soit on dit, ah ben non, il ne faut pas toucher à l'environnement. Là, il y a 3 papillons. Donc pour sauver 3 papillons, eh ben, on arrête de produire ou on arrête de construire quoi que ce soit. Et c'est aujourd'hui, on a basculé dans cette nouvelle vision des choses où l'environnement prime. Alors c'est l'environnement. Et c'est de plus en plus même le climat. Vous avez bien vu que la France est condamnée parce qu'elle ne fait pas suffisamment pour le climat. Mais à partir de quoi elle est condamnée? À partir de textes législatifs que les députés comme vous ont votés depuis 10 ans. Jean-Baptiste, alors anciennement député, mais... Alors pas depuis 10 ans, hein. Ouais. Beaucoup moins. Beaucoup moins. Je l'ai été que 5 ans, donc c'est pas pareil. Mais ça tombe très bien parce que là vous êtes libre comme l'air, vous pouvez tout nous dire. Non mais l'inflation normative au niveau environnemental est un sujet, c'est vrai. La surtransposition des règles européennes qui entravent notre agriculture et la compétitivité de notre agriculture est un problème effectivement aussi. Aujourd'hui, on a effectivement beaucoup avancé sur la lutte contre le changement climatique, mais au détriment de la compétitivité de notre agriculture. Et il faut revenir aux bases de notre souveraineté alimentaire et de la nécessité pour notre agriculture de redevenir productive. Alors, elle respecte bien plus que la plupart des autres agricultures dans le monde l'environnement. Et donc, on doit arrêter avec les surtranspositions. Selon moi, et c'était notre programme de 2017, on doit même désurtransposer un certain nombre de choses. Alors c'est très compliqué dans le cadre constitutionnel aujourd'hui, puisqu'on a des principes de précaution et de principes de non-régression environnementale qui font que très compliqué de revenir sur des normes déjà établies en matière d'environnement. Mais je pense qu'on a quand même aujourd'hui une agriculture qui est globalement en danger de mort et il va falloir
réellement là-dessus Mais Jean-Baptiste, travailler. permets-moi, tu vas pas assez loin. Est-ce que les lois ouvrent à la décroissance ou pas? Ben, les lois et un certain nombre, elle est en train de revenir, ça me fait plaisir. Les lois et surtout, on voit bien que le travail de... Alors, je suis bien placé pour en parler puisque je suis consultant et lobbyiste maintenant. Les ONG environnementales ont un très très fort pouvoir sur le pouvoir législatif aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elles influent énormément sur la fabrique de la loi. Clairement, les ONG environnementalistes aujourd'hui, je l'ai vu moi, je l'ai vécu sur le glyphosate notamment, mais je l'ai vécu sur d'autres choses. Elles ont aujourd'hui, parce qu'elles se sont autoproclamées le camp du bien, porte ouverte à l'Assemblée nationale et leurs amendements sont bien souvent repris dans le cadre de la loi et ces amendements qui débouchent sur effectivement des lois qui interdisent un certain nombre de produits et qui vont vers la décroissance, effectivement. Et pourquoi les députés acceptent? Parce que c'est pour sauver la planète? Mais parce que les ONG sont redoutablement bien organisées et arrivent à manipuler l'opinion publique grâce à des relais médiatiques très puissants. Et que un politique, il regarde aussi, quand il rentre en circonscription, comment la façon dont leurs concitoyens les interpellent sur le terrain. Mais les agriculteurs sont pas mauvais. Avec la FNSEA, avec tous les syndicats. Oui, mais ils sont très bons, c'est pas le souci. On a la meilleure agriculture au monde, ça, il n'y a pas de sujet. Non. En lobbying. Non, ils sont pas très bons. Non, ils sont pas très bons. Non, ils sont pas très bons parce qu'aujourd'hui, vous avez la plupart des députés ou des élus au niveau national qui ne connaissent plus grand-chose aux questions agricoles. Et c'est pas en leur baignant des bennes de fumier devant les permanences qu'on va arriver à les convaincre. Aujourd'hui, c'est vraiment de la pédagogie depuis la base, on va dire, comme si on parlait à des enfants, parce que même des élus de territoires ruraux aujourd'hui ne connaissent plus les questions agricoles. Et il faut vraiment reprendre à la base, et c'est toute une pédagogie à faire, et totalement différemment de ce qui a pu être fait depuis 30 ans, où on avait des élus qui, grosso modo, connaissaient le monde agricole, et surtout on avait un monde agricole qui avait un poids électoral qu'il n'a plus aujourd'hui. Donc il faut complètement revoir la façon d'aborder les élus pour expliquer que demain les assiettes vont être vides. Si on continue à cette vitesse-là, demain les assiettes vont être vides, et de toute façon tout ce qu'on ne produira pas, on l'importera, puisque de toute façon c'est pas parce qu'on a décidé que tout le monde allait consommer bio que tout le monde consomme bio. Bien au contraire, aujourd'hui il y a de la place pour toute la gamme, depuis le bas de gamme, c'est-à-dire les prix pas chers jusqu'au plus cher. Et il faut que l'agriculture française se mette en capacité de produire l'ensemble de la gamme, sinon ce qu'on ne produira pas, on l'importera une nouvelle fois. Alors le fait que les ONG environnementalistes font du lobbying, c'est de bonne guerre, on va dire. Le fait que le monde agricole soit un peu moins bon, c'est à eux à être meilleurs. Ça ne veut pas dire pour autant que c'est la décroissance. À la limite, c'est une meilleure préservation de la planète. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que le cadre législatif aujourd'hui, qui met en avant systématiquement les avantages à l'environnement ou pour sauver le climat, par définition, implique qu'on ne peut pas avoir de nouveaux projets. Et si on ne peut pas avoir de nouveaux projets, par définition, on a la décroissance, si vous voulez. Donc le problème n'est pas... C'est un choix politique. Soit les politiques décident que nous voulons avoir une croissance économique, que nous voulons nous occuper finalement de ce qu'il y aura dans le panier de la ménagère, à quel prix elle va le payer, que c'est ça la principale préoccupation, la première préoccupation. Et à ce moment-là, il faut faire un nettoyage législatif de manière à ce que c'est prioritairement ce qui est mis en avant et pas sauver le climat, sauver la planète. Il faut bien comprendre, quand les écologistes vous disent qu'il faut sauver la planète ou quand ils vous disent qu'il faut une transition, ils parlent de décroissance. C'est eux qui veulent imposer les décroissances. Comme ils ne peuvent pas l'imposer de manière par voie démocratique, parce que les gens ne vont pas voter pour des partis qui veulent la décroissance, ils ont réussi tout simplement à faire passer la décroissance à travers le cadre législatif. Ça veut dire on arrête un projet parce qu'on touche un papillon. Et le point de départ, c'était quoi? Le principe de précaution? Le point de départ, effectivement, la porte d'ouverture, alors c'est pas trop l'environnement, mais la porte d'ouverture dans cette orientation générale, c'est pour ça que j'ai parlé de 10 ans, c'est même plus que ça, c'est effectivement le principe de précaution. Oui, c'est Chirac. C'est Chirac, le principe de précaution, mais ça a été le Grenelle de l'environnement ensuite, et puis c'est bien entendu la loi sur la biodiversité, c'est la loi sur le climat, c'est toutes les lois sur l'environnement qui mettent l'environnement comme la chose... l'environnement. Mais pas au détriment de la population, pas au détriment de la croissance économique. Quand on parle de croissance économique, de quoi parle-t-on? On parle de nos écoles, on parle de la santé, on parle de est-ce qu'on a moyen de guérir les citoyens? Combien d'argent on peut mettre dans l'hôpital? C'est ça la croissance économique. La croissance économique, c'est pas simplement acheter 3 Porsche et 5 Maserati. C'est pas de ça dont on parle. Une croissance économique, c'est augmenter le bien-être de la population. Le but du politique, c'est d'augmenter
augmenter le bien-être de la population. Bien entendu, pas au détriment de la croissance, de l'environnement. Mais il ne faut pas inverser les choses. Moi, ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, on a inversé les valeurs. La première valeur, c'est sauver le climat. La deuxième, c'est sauver l'environnement. Et la troisième, c'est éventuellement sauver le panier de la ménagère. Mais ça c'est une vision court-termiste d'une petite élite de personnes parisiennes qui n'a pas de problème. Et c'est pour ça qu'on va avoir très bientôt dans les urnes un réveil qui sera très brutal, parce que cette vision des choses n'est pas du tout partagée par une large majorité de la population qui aujourd'hui ne trouve pas dans les partis dits respectables, si on peut dire ça comme ça. Va jusqu'au bout, tu veux dire le Rassemblement National, c'est ça? Ah ben aujourd'hui, on voit très bien que les votes du Rassemblement National ou le vote de Mélenchon, c'est pas pour sauver le climat, hein, c'est pour sauver le pouvoir d'achat. Et ça, c'est la vraie préoccupation des gens. Plus de 50-60% des gens ont ça en préoccupation et ça va s'aggraver. Donc si on ne fait pas quelque chose pour changer nos lois, si on ne fait pas ces nettoyages législatifs, on est perdant. Jean-Baptiste Moreau, c'est pas une mauvaise idée, nettoyage des lois un peu? Oui, dépoussiérage. alors je serais un peu plus nuancé que Gilles sur... Il n'y aura pas de croissance économique sans protection de l'environnement en même temps, je dirais. Après... Oui, il faut, parce que sur le long terme, la croissance économique, elle ne peut pas se faire sur le dos du climat, c'est impossible. Et en agriculture, on est bien placé pour le savoir. Je veux dire, si on continue avec des périodes de sécheresse de plus en plus longues, on va au-devant de grosses problématiques au niveau de la production agricole, quand bien même on abaisse les coûts de production. Je veux dire, s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie, quelle qu'elle soit. Donc on doit se mettre en capacité, mais après je suis d'accord que beaucoup de projets, notamment de bassines, sont bloqués pour des raisons administratives, qui ne sont pas toutes législatives. Elles peuvent être normatives aussi. Parce qu'on a... On joue sur les mots là, c'est la même chose. Non, c'est des décrets, c'est pas tout à fait des lois quand même. C'est pas tout à fait pareil et les parlementaires ne votent pas tout, contrairement à ce que j'ai entendu. Il y a un certain nombre de choses qui passent par des décrets et des arrêtés qui ne passent pas devant le Parlement. Non mais pour prendre la question de l'eau, c'est très bien justement. On va avoir des pénuries d'eau. Donc on a deux choix. Soit c'est la sobriété et la décroissance, soit, effectivement, on résout le problème en mettant en place une meilleure irrigation, en mettant en place des bassines, en faisant en sorte... Voilà, soit on a le progrès, mais ça ne veut pas dire qu'on aura... La décroissance n'est pas une fatalité. On peut avoir une croissance économique avec un respect de l'environnement. Oui, mais on peut avoir un juste milieu aussi. Oui. Moi, je ne parle pas d'excès. Je ne parle pas je n'ai jamais dit qu'il fallait abandonner l'environnement. Je dis qu'il faut inverser la priorité. La priorité aujourd'hui des gens, c'est quand même ce qu'on va manger à la fin du mois. C'est d'avoir à manger dans leur assiette. Voilà, ça, donc... c'est pas de sauver la planète. Alors c'est intéressant parce que tous les politiques qui sont passés dans les allées, les agriculteurs les ont suivis comme d'habitude, enfin un peu comme des lapins un peu qui suivent les phares d'une voiture, mais globalement, ou dans les phares d'une voiture, mais globalement, c'est vrai qu'on a parlé de souveraineté, mais on n'a pas les moyens de la souveraineté alimentaire aujourd'hui. C'est du discours. Non, on a fait des choses depuis 5 ans pour améliorer le revenu des agriculteurs globalement. Mais après, oui, la souveraineté, elle n'est pas acquise. Aujourd'hui, elle en est loin. Même dans les fruits et légumes, on est dépendant à 50%. Dans les poulets, on est aussi dépendant des importations. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. De toute façon, c'est le consommateur le vrai patron au final. Hein. Donc, ce qu'il veut acheter, c'est ce qu'il achète quand il va dans le rayon de son supermarché. Et il n'achète pas que du bio ou que du haut de gamme. Et on le voit bien avec la crise du bio en ce moment. Il veut aussi acheter de l'alimentation pas chère. Alors, est-ce qu'il vaut mieux produire cette alimentation pas chère à l'autre bout du monde dans des conditions où on ne va rien vérifier du tout? Ou est-ce qu'il faut peut-être assouplir les conditions de production en France, mais garantir un certain nombre de choses sur la qualité sanitaire et sur la qualité nutritionnelle des aliments qu'on produit? Moi, je pense qu'il faut davantage assouplir peut-être un certain nombre de règles, mais mettre en capacité nos producteurs français, notre agriculture française aussi, de produire l'ensemble de la gamme, depuis le bas de gamme jusqu'au haut de gamme. Mais j'en reviens à la question de Gilles, c'est vraiment important. Pourquoi on ne nettoie pas un peu le... Et parce qu'il y a, au nom du principe de précaution, il y a un certain nombre d'agences, notamment l'ANSES, qui publient un certain nombre d'avis. Et qui, quand aujourd'hui elle dit qu'un produit est dangereux, et bien aujourd'hui le politique n'a pas le courage, alors c'est peut-être un tort, hein, d'aller contre l'avis de cette agence pour la laisser autoriser. Délagage des lois de façon globale. C'est pareil. Les lois, elles ont été décidées à l'aune de la toxicité d'un certain nombre de molécules. Sachant que ces molécules, c'est la dose qui fait le poison et pas la molécule en elle-même. C'est-à-dire c'est une mauvaise utilisation la plupart du temps qui fait la dangerosité de la molécule. Sauf que dans le grand public, c'est des choses qui sont excessivement compliquées à expliquer. Et aujourd'hui, les populistes rebondissent effectivement là-dessus parce qu'ils ont des discours simplistes. S'ils arrivent au pouvoir demain, ils ne feront pas mieux, ils feront sans doute même pire, parce que ça sera le populisme poussé à son extrême, que ce soit à gauche ou à droite. Mais globalement,
Aujourd'hui, c'est très compliqué. Justement, comme on a une population qui ne connaît plus rien au monde agricole, c'est très compliqué de lui expliquer combien l'agronomie est complexe et que c'est pas des œufs, des boîtes de conserve produites les unes derrière les autres, qu'il y a des interactions, que quand on utilise des produits, si on les utilise de façon raisonnable et raisonnée, ils sont pas dangereux, que là où il y a un danger, c'est quand on les utilise de façon trop importante, trop dosée. Voilà, mais tout ce discours-là, c'est vrai que c'est plus difficile à tenir que d'expliquer qu'on va interdire un produit demain parce qu'il est dangereux. Oui, mais juste pour dire, le problème, pour moi, c'est pas une question de produits phytosanitaires. Là, l'exemple que je vous ai donné, c'est une centrale électrique. Enfin, il n'y a rien de dangereux dans une centrale qui produit l'électricité. Or, elle a été mise en place avec un consensus local, etc. Tout est très bien. Dans une période où on a besoin d'électricité. J'ai un exemple encore plus marquant. Et là, on l'arrête. Donc, on voit bien que le cadre législatif impose la décroissance, pas que dans l'agriculture, dans tous les domaines. J'ai un exemple encore plus frappant. Moi, j'ai un copain qui est éleveur bio en Dordogne, qui a monté un méthaniseur sur son exploitation, donc il est en bio. Et 3 jours avant de commencer à approvisionner son méthaniseur, il a eu un recours et le préfet lui a ordonné de revenir en arrière et il a dû refaire tout le dossier d'autorisation, c'est-à-dire qu'au lieu de démarrer 3 jours après, il a démarré 1 an après, donc avec les pertes économiques qui vont au bout. Mais oui, on a des problèmes aujourd'hui de recours d'ONG qui sont trop faciles, qui coûtent rien et qui entravent tous les projets quels qu'ils soient. Et ça, c'est pas uniquement normatif pour le coup, parce que souvent, d'ailleurs, ils finissent par être déboutés, mais c'est vraiment un problème d'organisation et de fait qu'il faudrait que ces recours soient payants et qu'ils soient beaucoup plus engageants pour l'ONG qui les entame. Mais il y a du positif. La loi sur l'accélération des énergies renouvelables montre qu'il peut y avoir des façons de booster à un moment donné le sujet. Est-ce qu'il faudrait faire une loi pour accélérer la souveraineté alimentaire ? Il faudrait faire une loi, surtout, c'est Aurore Berger qui en avait parlé, c'est de désurtransposition des normes européennes, d'un certain nombre de normes européennes, pour aller vers une meilleure compétitivité de nos entreprises agricoles et de nos entreprises agroalimentaires, parce qu'aujourd'hui, les multinationales de l'agroalimentaire hésitent à investir en France et vont plutôt investir ailleurs, où elles ont moins d'entraves au niveau des capacités de production. Et on arrive presque au terme du débat. Vous avez été à l'origine de la loi Egalim 1. Quand on voit que la grande distribution fait des plateformes au Luxembourg, en Belgique pour contourner la loi, est-ce qu'on peut encore faire confiance à la grande distribution ? Qu'est-ce que vous avez vu de pire de l'intérieur de l'Assemblée que vous pouvez dire maintenant ? Il ne faut jamais faire confiance à la grande distribution, ça c'est une certitude. Aujourd'hui, elle trouve des moyens de contourner la loi assez rapidement, donc tant pis, il faut légiférer chaque fois que nécessaire. C'est pour ça qu'on a eu Egalim 2, Egalim 3. Mais en fait, parce Egalim que, 35. je sais pas, mais de toute façon, elle trouve toujours un moyen de contourner effectivement ces plateformes européennes. Là, c'est un sujet qui doit se régler au niveau européen, mais c'est pas normal effectivement qu'il y ait des pénalités logistiques qui sont imposées depuis une plateforme en Belgique ou autre à des producteurs français qui livrent sur le territoire français. C'est totalement illogique. Et des services facturés depuis l'Angleterre pour des entreprises qui produisent en France et qui vendent en France. Donc là, on a vraiment un travail à faire au niveau européen d'harmonisation réglementaire, ça c'est sûr. Et il va falloir peut-être aussi inverser le rapport de force. On a 5-6 centrales face à... Ça, on a déjà amélioré les choses avec les lois Egalim. On a déjà essayé de réguler la guerre des prix et d'essayer d'éviter justement cette confrontation frontale. Il y a encore du boulot à faire, mais on ne va pas dissoudre demain une entreprise. Ça serait du pipeau et de la démagogie pure. Voilà. Dans la loi Egalim, il y avait notamment cette notion d'achat de bio, de produits locaux, enfin de qualité. On n'est pas au rendez-vous, pourquoi ? On n'est pas au rendez-vous parce que en bio, oui, effectivement, on n'est pas du tout aux 25% qu'on avait demandé, parce que la commande publique, elle se fait surtout à la base du prix, et puis aussi qu'au niveau de la production, ça ne s'est pas suffisamment organisé pour fournir, et c'est pareil en label. On n'est pas suffisamment aujourd'hui organisé au niveau de la profession, des coopératives et autres, pour arriver à fournir facilement cette restauration. Voilà. Jean-Baptiste Moreau, merci beaucoup d'être venu malgré le problème de voix. Gilles Riverwegstein, merci beaucoup. Merci. Et merci à vous. Plus largement des intrants agricoles. Question financière dans un premier temps. À votre avis, derrière, La situation de l'élection du président Macron est assez... agricole se prépare.